Affrontement entre milices dans l'est de la Centrafrique. Au moins 12 personnes y ont perdu la vie. En Côte d'Ivoire, priorité est donnée à l'éducation dans les politiques de développement. La rénovation de plusieurs écoles est en cours. Disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. Colère et incrédulité se notent en Chine dans le rang des proches des disparus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une nouvelle session de pourparlers en vue de la conclusion d'un accord de paix au Soudan du Sud s'est ouverte jeudi à Addis Abeba, ce dans un climat de défiance entre les représentants des belligérants. Les médiateurs internationaux réunis au sein du groupe baptisé IGAD+, ont proposé le 23 juillet un projet d'accord prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale de transition au sein duquel le président Salva Kiir et son ancien vice-président, devenu chef rebelle, Riek Machar, se partageraient le pouvoir. L'IGAD a donné jusqu'au 17 août aux dirigeants sud-soudanais pour accepter cet accord. Salva Kiir et Riek Machar sont attendus les 13 et 14 août dans la capitale éthiopienne pour parapher cet accord. L'atmosphère lors de cette session d'ouverture n'était toutefois pas à la conciliation entre les belligérants. En Centrafrique, des violences issues d'une attaque provoquée par des miliciens anti-Balaka contre un campement d'éleveurs Peul a eu lieu dans l'est du pays. Ces attaques ont entraîné des représailles d'éléments ex-Séléka et Peul armés contre les habitants du village Ndoma, voisin de Malegbassa. Le bilan provisoire de l'attaque fait état d'au moins 12 personnes tuées et plusieurs blessés, ainsi que des prisonniers. Au Bénin, l'affaire PPEA2 a amené le procureur de la République à rompre le silence. Mardoché Kilayossi a, entre autres, levé l'équivoque sur les suppulations relatives à l'autorité habilitée à saisir l'Assemblée nationale aux fins de poursuites pénales à l'endroit de Barthélémy Cassa, ministre de l'Énergie et de l'Eau au moment des faits. C'était à la faveur d'un point de presse tenu dans la soirée d'hier au tribunal de Cotonou. Mardoché Kilayossi. La justice poursuit ce dossier voudrait s'inscrire dans une logique contraire à celle qui veut que les dossiers de crimes économiques n'aboutissent pas. Des actes sont en train d'être posés actuellement pour la manifestation de la vérité dans cette affaire et surtout pour préserver les intérêts de l'État et de sa victime en tant que partenaire. Parce que le travail qu'on nous demande de faire, les gens sont présumés innocents, les gens sont suspectés mais ils sont présumés coupables. Donc c'est de chercher les éléments qui établissent leur culpabilité, mais c'est de chercher aussi les éléments qui établissent leur innocence. Pour ce qui est de la question de l'un des mises en cause qui était ministre au moment des faits, ce qui est sûr, en ce qui concerne le procureur de la République, que moi je suis, au parquet d'instance, c'est un problème d'incompétence. Moi je suis radicalement incompétent pour connaître de cette chose-là. Quand on m'amène un dossier dans lequel il y a un ministre, je me déclare incompétent pour instruire par rapport à celui-là. À partir du moment où nous estimons qu'on notifie une décision de rejet au président de la République, nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait pas être au début de la poursuite. S'il est à la fin de la procédure, c'est vrai qu'il y a un silence de la loi, mais le bon sens, la logique et les règles d'interprétation en droit voudraient qu'il puisse être au début. À la limite, on peut dire que concomitamment, le procureur général peut le faire aussi. Bon, et nous estimons qu'en l'état, la personne qui l'a fait, ça peut être poursuivi. Au Bénin, toujours, le gouvernement a lancé un programme de 1000 logements économiques au profit des ménages à revenus modestes afin de faciliter l'accès d'un grand nombre de la population donc à un logement décent et à moindre coût. Dans certaines communes du Bénin, le projet est dans sa phase active au grand bonheur des bénéficiaires. Logements sociaux ou plus récemment logements économiques, la trouvaille remonte à 2011 au Bénin
pour accompagner la couche moins privilégiée dans son épanouissement social. Cette politique de gouvernement qui vise à doter les ménages à revenus faibles de logements est pilotée par l'Agence foncière et de l'habitat. Des bâtiments de divers types, allant d'un séjour plus une chambre à un séjour plus 3 chambres, sont ainsi réalisés à travers le pays. Ces bâtiments sont pour vous tous. Tout travailleur, secteur public, secteur privé, ces bâtiments vous appartiennent et le ministère de l'Urbanisme a la responsabilité d'ordonner et de vous les attribuer. Fondamentalement au Bénin, la question de l'habitat reste une problématique. Les loyers sont chers et chaque individu veut un toit pour sa famille, ce qui encourage l'occupation sauvage malgré une certaine politique de viabilisation. Il reste une évidence que le chemin est encore long pour sortir la majorité des Béninois de la précarité du logement face à l'explosion démographique dans nos cités humaines, l'insécurité foncière et les coûts exorbitants et fantaisistes du logement dans notre pays. Cette politique de l'État central d'accompagner les salariés du secteur privé comme du public est perçue comme une réponse à cette situation d'urbanisation approximative. Les logements économiques sont perçus comme une panacée dans un environnement économique insoutenable. Pays en voie de développement, le gouvernement fait de son mieux pour le bonheur de ces hommes et femmes en quête d'un toit. Environ 200 personnes ont marché mercredi en silence à Conakry. La manifestation visait à demander aux autorités du pays de faire toute la lumière sur la disparition depuis près de 2 semaines de Chérif Diallo, un reporter de la chaîne de télévision privée guinéenne Espace TV. La procession s'est effectuée à travers Kaloum, le quartier administratif de la capitale Conakry. Les journalistes, membres de la société civile et autorités ayant pris part à cette marche ont marqué des arrêts devant la haute autorité de la communication, puis le ministère des Droits de l'Homme. C'est un comité de soutien créé par des journalistes qui a initié la manifestation. Le dit comité vise à exiger la lumière sur la disparition de Chérif Diallo, qui n'a pas été vu par ses collègues et sa famille depuis le soir du 23 juillet. Ses proches n'excluaient pas la piste d'un enlèvement. Nous avons le cœur meurtri. Le groupe Adafo Média et l'ensemble de la presse guinéenne vivent avec consternation la disparition mystérieuse du jeune journaliste d'Espace TV. Cette manifestation est une alerte, un SOS des hommes de médias, des organisations de défense des droits de l'homme, de la société civile en général auprès de l'autorité que vous êtes. Un journaliste qui vit un fait malheureux n'est pas nécessairement quelque chose qui soit lié à la liberté d'expression. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention, exiger de l'État, ce qui est une obligation pour la puissance publique, de dire et à la famille, et au peuple de Guinée, et aux collègues du disparu, ce qui est arrivé au disparu. Le ministre de la Communication, Alousseini Makanera Kake, a participé à la marche pour, d'après lui, marquer sa solidarité à la famille de Chérif Diallo. Il a à l'occasion promis que le gouvernement fera tout pour connaître la vérité et retrouver le journaliste. La police guinéenne a quant à elle assuré mener des enquêtes sur le terrain pour retrouver Chérif Diallo depuis qu'elle a été informée au lendemain de sa disparition. Au Togo, la société civile a fait de la lutte contre le changement climatique son nouveau cheval de bataille, raison pour laquelle sa structure fêtière, la concertation nationale de la société civile, se préoccupe déjà des propositions que doit soumettre le gouvernement togolais à la prochaine conférence internationale de Paris sur le changement climatique. Un reportage signé Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Le changement climatique préoccupe désormais la concertation de la société civile togolaise. Et c'est pour cette raison qu'une rencontre de 24 heures a lieu à Lomé entre les différentes organisations qui la composent. Une rencontre au cours de laquelle les utilités de la conférence internationale sur le changement climatique qui se tiendra de novembre en décembre prochain à Paris ont été débattues. Et ceci afin de contribuer aux propositions que leurs gouvernants devraient soumettre à cette conférence. Des mesures courageuses doivent être prises
pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de renforcer les capacités de résilience des communautés et des pays en termes d'adaptation au changement climatique. Une nouvelle mission donc pour les sociétés civiles africaines en général et celles togolaises en particulier qui d'ores et déjà comptent sur le plaidoyer comme un moyen de mener à bien sa mission. Nous osons croire que lorsque notre proposition est pertinente et qu'elle s'inscrit dans la dynamique nationale, les pouvoirs publics seront en mesure de les prendre en compte. Et donc ça va enrichir le cahier de propositions des gouvernants. Cette nouvelle démarche permet aux sociétés civiles de suivre les mécanismes mis en place par les gouvernants pour prendre en compte les préoccupations des citoyens qui subissent directement les impacts du changement climatique tels que l'inondation, le faible rendement de la production agricole, le recul des côtes et le changement des saisons. En Côte d'Ivoire, l'éducation reste l'une des grandes priorités du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Après l'annonce de la décision rendant l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée prochaine, le pays a entrepris de remettre à neuf à Abidjan certains établissements secondaires construits dans les années 50. Voici le constat de Chris Paterne à Sémia, notre correspondant sur place. Le lycée technique d'Abidjan, l'un des établissements de renom qui conserve contre vents et marées son statut d'établissement d'excellence. 4 de ce genre en Côte d'Ivoire seront réhabilités à hauteur de 16 milliards de francs CFA. 24 bâtiments seront remis à niveau au lycée technique d'Abidjan qui compte à ce jour 1623 élèves répartis dans 54 classes. Le lycée des jeunes filles de Yopougon et le lycée municipal de Williamsville à Abidjan ainsi que le classique offriront un nouveau visage aux visiteurs à la prochaine rentrée des classes en septembre. Nous sommes heureux qu'il y ait donc la décision de la mise en œuvre de la remise à niveau du lycée technique et du lycée classique parce que ça a été donc des éléments très forts de formation. Et je crois qu'il y a un montant d'autour de 16 milliards de francs CFA destiné donc à remettre à niveau un certain nombre donc, de lycées, collèges à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le développement du système éducatif ivoirien est une priorité du gouvernement. L'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine pour tous les Ivoiriens de 6 à 16 ans. Et pour que le projet devienne réalité, 700 milliards de francs CFA seront débloqués. En Chine, c'est un sentiment de colère et d'incrédulité qui règne dans le rang des proches des disparus du vol MH370. Ceci après la confirmation que le débris d'avion découvert à La Réunion appartenait bien à l'appareil de la Malaysia Airlines. Ils étaient la plupart des Chinois, les passagers à bord du Boeing 777 qui s'est volatilisé il y a de cela 17 mois. De mémoire, le drame s'était produit peu après son décollage de Kuala Lumpur pour Pékin, avec 239 personnes à bord. Une dizaine de proches se trouvaient jeudi devant les bureaux de la compagnie aérienne malaisienne à Pékin et l'émotion était à son comble. Je n'y crois pas. D'après eux, après avoir fait demi-tour, l'avion a volé pendant des heures. Comment ça se fait que les radars militaires malaisiens n'aient rien vu? Comment se serait-il si c'était comme le 11 septembre? Est-ce qu'ils sauraient? C'est impossible qu'ils ne sachent pas. La compagnie n'a fait que chercher l'avion. Ils n'ont rien dit sur le fait de chercher les gens. On leur a dit qu'on ne voulait pas de l'avion. Mais eux, ils disent qu'ils peuvent le trouver. Qui peut expliquer la trajectoire de l'avion? Il allait vers Pékin, alors comment peuvent-ils trouver un débris là-bas? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Depuis la disparition de l'avion, nombre de familles chinoises n'ont eu de cesse de soutenir que leurs proches étaient vivants et peut-être retenus quelque part. Ce, en dépit des éléments laissant croire à un accident. Les recherches pour retrouver le vol MH370 étaient restées vaines jusqu'à ce qu'un morceau d'aile soit retrouvé la semaine dernière sur l'île de la Réunion. Le Premier ministre malaisien Najib Razak a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il s'agissait bien d'un morceau de l'appareil. Kuala Lumpur a été fortement critiqué en Chine pour sa gestion de la crise.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Agréable journée à toutes et à tous.